L'Odyssée des étoiles partie 1. Le vent solaire chantait contre la coque d'acier du Solarius, un murmure cosmique que seuls les capteurs du vaisseau pouvaient entendre. Dans le noir éternel, là où les étoiles paraissaient presque immobiles, l'humanité avançait, fragile et audacieuse, vers son destin. C'était l'an 2742. La Terre n'était plus qu'un souvenir bleu, un berceau abandonné depuis des générations. L'avenir de l'espèce se jouait maintenant à des milliers d'années-lumière de là, au cœur d'un territoire que les cartes appelaient le sillon de Vega. À bord du Solarius, commandé par la flotte unifiée de l'Alliance Terran, une mission sans précédent se préparait. Leur objectif, explorer le système d'Aurelia, récemment découvert, où un signal ancien, d'origine inconnue, pulsait depuis les profondeurs d'un monde désert nommé Kaeli 4. Certains disaient qu'il s'agissait d'une balise de sauvetage d'une civilisation disparue. D'autres y voyaient un piège. Pour Lyra Nohan, capitaine du Solarius, c'était surtout une promesse, celle d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. Elle se tenait devant la baie d'observation principale, contemplant l'infini. Sa silhouette élancée se découpait sur le halo bleuté des nébuleuses lointaines. Ses yeux clairs, couleur d'acier, semblaient chercher au-delà des étoiles, vers une réponse que seule la mission d'Aurelia pouvait lui offrir. « Capitaine, nous sortirons de l'hyperespace dans 2 minutes, annonça la voix calme de Soren Hale, son second. Parfait, Soren. Réveillez l'équipe scientifique. Et dites au conseil de mission que je veux une réunion immédiate sur le pont après l'arrivée. Le Solarius vibra légèrement alors que ses moteurs de saut s'éteignaient. La réalité se tordit un instant, puis se déplia à nouveau. Devant eux s'étendait le système d'Aurelia, une étoile dorée entourée de 5 planètes, dont une seule était marquée par des traces technologiques. Kaeli 4. Un monde stérile, balayé par des tempêtes électriques, sans atmosphère respirable. Pourtant, sous sa surface, quelque chose d'ancien appelait. La salle de commandement s'illumina d'un bleu doux lorsque les écrans tactiques s'activèrent. Autour de la table holographique, les principaux membres de l'équipage prirent place. Lyra s'assit en bout de table. « Statut du signal » demanda-t-elle. « Toujours actif » répondit Dr. Ilian Ross, exoarchéologue. « Il pulse à intervalles réguliers depuis au moins 1000 ans, peut-être plus. Son structure n'a rien d'humain. Pouvons-nous confirmer qu'il est d'origine artificielle ? Sans l'ombre d'un doute. Et plus encore, il semble réagir à notre présence. Depuis notre entrée dans le système, sa fréquence a légèrement changé. » Lyra échangea un regard avec Soren. Cela veut dire qu'il nous attendait. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Ce n'est pas tout, ajouta Ross. Nos sondes détectent des structures souterraines à plus de 2 km sous la surface. Un réseau complexe. Si je devais deviner, je dirais, une archive. Ou un tombeau. Le mot « tombeau » fit frissonner l'équipage. Nous allons descendre, déclara Lyra. Préparez l'équipe d'exploration. Nous atterrirons à l'aube orbitale. Le lendemain, le Solarius se posa en orbite basse autour de Kaeli 4. Une navette, l'humaine, s'arracha de ses flancs et glissa vers la surface. Lyra, Soren, Ross et 3 soldats d'escorte y prirent place. La descente fut turbulente, les vents chargés d'électricité frappaient la coque comme des tambours de guerre. Le paysage de Kaeli 4 apparut, une étendue infinie de cendres grises, striée de cratères et de crevasses. Rien ne bougeait, rien ne vivait. Ils atterrirent près du point d'émission du signal. Là, au milieu d'un désert minéral, un obélisque noir se dressait, haut comme un immeuble. Sa surface semblait absorber la lumière, et des inscriptions inconnues couraient le long de ses flancs. « C'est magnifique » murmura Ross, les yeux écarquillés. Aucun matériau connu ne pourrait survivre intact ici depuis si longtemps. Lyra s'approcha. L'obélisque vibrait faiblement sous ses doigts gantés. « Capitaine, regardez ça » appela Soren. Il y a une ouverture. Une fissure s'était dessinée sur le côté, comme une porte invisible qui se serait déverrouillée. Sans attendre, l'équipe s'y engouffra, lampes frontales allumées. L'intérieur était vaste, presque cathédralesque. Des colonnes de cristal soutenaient un plafond sculpté de symboles. Et au centre, une sphère suspendue dans l'air, émettant une lumière dorée. C'est une mémoire quantique, souffla Ross. Une archive. Peut-être un message. À peine s'était-il approché que la sphère s'anima. Des images défilèrent dans l'air, des villes suspendues dans les nuages, des flottes gigantesques traversant des galaxies,
puis, une guerre. Des mondes en flammes. Une entité colossale, semblable à un SM de lumière et d'ombre, dévorant tout sur son passage. Et enfin, un message, projeté en une langue ancienne que l'IA de bord traduisit. Nous étions les Lurans. Nous avons bâti des empires de lumière. Mais l'SM est venu, et nous avons tout perdu. Ceci est notre avertissement, et notre dernier espoir. Puis la sphère s'éteignit. Un silence pesant suivit. Aucun d'eux ne respirait vraiment. Capitaine, dit Soren d'une voix grave, s'ils ont succombé à ça, que pouvons-nous faire, nous? Lyra posa les yeux sur les ombres projetées par la sphère mourante. Nous apprendrons. Et nous nous préparerons. 3 jours plus tard, le Solarius quittait l'orbite de KLI-4. Mais ils ne rentrèrent pas vers l'espace de l'Alliance. Car une autre menace s'annonçait. Le signal du tombeau avait été intercepté. Dans les confins de l'espace connu, l'Empire d'Orvan, rival ancestral de l'Alliance Terran, se préparait déjà à exploiter cette découverte pour sa suprématie. Leur flotte, massive et redoutable, avait entamé son approche vers le sillon de Vega. Et au milieu de ce tumulte politique, une troisième voix se fit entendre, celle d'une station indépendante, Nireia, carrefour des routes stellaires, qui proposait une trêve temporaire pour faire face à la menace de l'SM. C'est là que Lyra et son équipage se rendirent. La station Nireia était un joyau suspendu dans le vide. Sa structure en forme de spirale s'étendait sur plus de 30 km, un centre diplomatique où toutes les espèces de la spirale galactique se rencontraient, souvent pour négocier, parfois pour comploter. Dans une salle de conférence blindée, Lyra fit face à Kelanvar, amiral Orvani réputé pour sa brutalité. À ses côtés, l'ambassadrice Amara Venn, stratège et politicienne redoutée, dont le regard froid semblait sonder l'âme de ses interlocuteurs. « Capitaine Nohan, comment ça va? Nous savons que vous avez trouvé quelque chose sur KLI-4. » « Quelque chose d'important. » « Ce n'est pas une arme, » répliqua Lyra. « C'est un avertissement. Une civilisation entière a été détruite par une force qui pourrait bien se diriger vers nous. » « Ou une opportunité, » coupa Amara avec un léger sourire. « Si nous contrôlons cette technologie, nous contrôlons la galaxie. »« Vous ne comprenez pas, » dit Soren, serrant les poings. « Ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. » Amara le fixa, imperturbable. « Alors nous devons être prêts avant les autres. » Lyra inspira profondément. « Ou nous devons être prêts ensemble. » Un silence tendu s'installa. Puis, contre toute attente, Amara parla à nouveau, sa voix plus douce. « Peut-être avez-vous raison. Si ce que vous dites est vrai, aucune de nos nations ne survivra seule. Nous avons besoin d'une alliance. » Ce jour-là, contre toute logique historique, un pacte fragile fut signé entre l'Alliance Terran et l'Empire d'Orvan. Ils nommèrent cette coalition l'Union du Voile, en référence à la menace qui approchait, invisible mais certaine. Les mois qui suivirent furent ceux de l'espoir et de la peur mêlée. Sur les mondes de l'Union, on construisit de nouvelles flottes, on partagea des technologies jadis interdites, on forma des académies pour préparer une guerre que personne ne savait comment mener. Pendant ce temps, Lyra et son équipage poursuivaient leur mission, chercher d'autres traces des Lurans, d'autres archives, d'autres indices sur les SEM. C'est au cours de l'une de ces expéditions, dans une ceinture d'astéroïdes lointaines, qu'ils découvrirent quelque chose d'encore plus ancien. Un vaisseau. Immense. Dérivant dans le vide comme une cathédrale morte. Ces inscriptions étaient les mêmes que celles de KLI-4. Mais cette fois, la sphère mémoire contenait autre chose qu'un avertissement. Elle contenait un plan. Un plan pour une arme nommée Protocole Oméga. Une arme conçue non pas pour détruire les SEM, mais pour le sceller. « Capitaine, c'est insensé », s'exclama Ross, examinant les données holographiques. « Cette technologie dépasse tout ce que nous connaissons. Si nous essayons de la construire, elle pourrait déchirer l'espace lui-même. » « Et si nous ne faisons rien » répliqua Lyra. « Si nous attendons qu'il frappe ?» Soren posa une main sur son épaule. « Il y a peut-être un autre moyen. Nous pourrions tenter de communiquer avec les SEM. S'il est vraiment une entité consciente. Et s'il ne l'est pas, coupa TL. S'il ne connaît que la fin ? Personne ne répondit. Car dans ce silence, chacun savait que la guerre approchait. Et que, malgré toute leur science et leurs alliances, l'humanité n'était peut-être pas prête. L'Odyssée des étoiles partie 2. Le Solarius glissait dans le silence noir de l'espace,
comme une flèche d'acier traversant l'inconnu. 3 mois s'étaient écoulés depuis la découverte du protocole Oméga, et l'union du voile avait changé à jamais. Des chantiers orbitaux s'élevaient autour de planètes entières, forgeant de nouvelles flottes. Des scientifiques de tous horizons travaillaient côte à côte à décrypter les secrets laissés par les Lurans. Et pour la première fois dans l'histoire, l'Alliance Terran et l'Empire d'Orvan combattaient pour un but commun. Mais au fond de l'espace, au-delà des frontières connues, une ombre avançait. On l'appelait simplement l'ESM. Et il était déjà en route. Dans la salle de commandement du Solarius, Lyra Nohan fixait l'hologramme d'un secteur galactique. Des points rouges clignotaient aux confins du sillon de Vega, là où les sondes automatiques avaient détecté les premiers signes de l'invasion. Des étoiles s'éteignaient les unes après les autres. Des stations cessaient d'émettre. Des colonies entières disparaissaient sans laisser de traces. « Combien de temps avant qu'il atteigne notre frontière ?» demanda-t-elle. 22 jours standard, répondit Soren, son second. Peut-être moins, si sa vitesse augmente. Et l'assemblage de l'Oméga ? L'armature principale est terminée sur l'orbite d'Eliar. Mais nous avons encore besoin d'un noyau d'énergie. Sans lui, impossible d'activer le champ de confinement. Ross entra dans la salle, visiblement épuisé par des nuits sans sommeil. Nous avons peut-être une solution, dit-il. Il existe un fragment de matière noire stable dans la ceinture de Carty. C'est un réacteur naturel, formé il y a des milliards d'années. Si nous parvenons à l'extraire, il pourrait alimenter l'Oméga. Mais, demanda Lyra, devinant la suite. Mais il est situé dans une zone instable. Les champs gravitationnels y sont meurtriers. Aucune mission n'a jamais tenté une récupération là-bas. Lyra regarda la carte. Carty était loin, trop loin peut-être. Mais il n'avait pas le choix. Préparez l'expédition. Nous partons dans 3 heures. La traversée vers Carty fut un enfer. Le Solarius plongea dans un labyrinthe de débris stellaires, esquivant des marées gravitationnelles capables d'écraser un vaisseau en un instant. Les boucliers chauffaient, les moteurs hurlaient. Et pourtant, Lyra avançait, guidée par l'idée simple et tenace que l'avenir dépendait de cette mission. Au centre de la ceinture, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une sphère noire flottant au cœur d'une faille d'espace, irradiant une puissance colossale. Voilà notre noyau, souffla Ross. Envoyez les drones de capture, ordonna Lyra. Pendant 6 heures, les équipes techniques luttèrent contre les forces titanesques de Carty. 3 drones furent écrasés, un 4e disparut dans le vide. Mais au bout de l'épreuve, ils parvinrent à sécuriser la sphère. Le noyau d'énergie de l'Oméga était à eux. Lorsque le Solarius revint dans l'espace de l'Union, l'on n'était plus aux préparatifs. L'ESM avait franchi les frontières. Des centaines de systèmes étaient déjà perdus. Des flottes entières s'étaient sacrifiées pour ralentir l'inévitable. Sur la planète Eliar, joyau stratégique et centre de commandement de l'Union, les armées se rassemblaient. Des milliers de vaisseaux s'alignaient en formation, leurs coques luisant comme une armée de constellations vivantes. Lyra regarda ce spectacle depuis la passerelle de son vaisseau, le cœur lourd. « C'est plus qu'une bataille, dit Soren en s'approchant. C'est un pari sur notre survie. » « Non, répondit-elle doucement. C'est un pari sur ce que nous pouvons devenir. » L'ESM arriva sans avertissement. Il n'avait pas de flotte, pas de cuirassés, pas d'étendard. Il se présentait comme un océan vivant, une masse d'organismes fusionnés, mi-biologiques, mi-machines, avançant comme une vague dévorante. Chaque fragment détruit semblait se reformer ailleurs. Chaque victoire semblait insignifiante. La première bataille du voile dura 7 jours. Les flottes de l'Union déchaînèrent tout leur arsenal. Les armes gravitationnelles d'Orvan fauchèrent des millions d'unités ennemies. Les canons quantiques Terran vaporisèrent des essaims entiers. Mais rien ne semblait suffire. Sur le pont du Solarius, les rapports s'empilaient. L'horizon est perdu. Le flanc ouest se replie. L'ESM perce la ligne centrale. Lyra serra les poings. Tous les vaisseaux disponibles, concentrez le feu sur le noyau central. Si nous le détruisons, l'ESM pourrait se désorganiser. Le Solarius plongea au cœur de la mêlée, esquivant les vagues d'ennemis comme un faucon dans la tempête. Les canons rugirent, les torpilles illuminèrent le vide. Soren dirigeait les manœuvres avec une précision chirurgicale, Ross relayait les analyses en temps réel. Mais alors qu'il s'approchait du noyau, un choc brutal secoua le vaisseau. Impact sur le flanc arrière, cria un officier.
Système de propulsion endommagé. Nous perdons de la vitesse. À l'écran, une forme gigantesque apparut. Une entité colossale, des kilomètres de long, un esprit de l'ESM, conscience centrale de l'entité. Ses yeux luminescents semblaient fixer directement Lyra. C'est lui, murmura-t-elle. Le cœur. Ce fut alors qu'un message inattendu résonna sur la fréquence commune. Une voix froide et familière. Ici l'amiral Amaraven. Mes vaisseaux sont prêts à effectuer un saut tactique dans le noyau. Mais nous avons besoin que vous ouvriez un passage. Lyra hésita. Le plan était suicidaire. Mais c'était leur seule chance. Reçu, Amara. Nous allons tracer la voie. Les dernières minutes furent un balai de lumière et de feu. Le Solarius et les croiseurs alliés percèrent la carapace défensive de l'ESM, ouvrant une brèche vers le cœur. Les vaisseaux d'Amara s'y engouffrèrent et dans un éclair aveuglant, une explosion cataclysmique déchira la structure ennemie. Le noyau se disloqua. L'ESM, désorienté, se dispersa. La bataille était gagnée. Mais ce n'était pas terminé. Car la victoire ne faisait que retarder l'inévitable. Les fragments de l'ESM se reformeraient. D'autres vagues viendraient. Le temps était compté. C'est alors que Lyra prit sa décision. Nous activerons le protocole Oméga, déclara-t-elle. Ici, maintenant. Ross la regarda, choqué. Si nous faisons ça trop près d'Eliar, le champ de confinement pourrait englober le système tout entier. Alors nous devons attirer l'ESM ailleurs, dit-elle. Dans la nébuleuse d'Orion. L'Oméga sera notre dernier rempart. L'Union approuva le plan. Une dernière opération fut lancée, l'opération Sanctuaire. Des semaines plus tard, dans les profondeurs de la nébuleuse, la plus grande flotte jamais construite par l'humanité se dressait face à l'infini. Des milliers de vaisseaux, rassemblés pour un dernier combat. L'ESM arriva, attiré par la masse d'énergie. Sa vague se déploya, plus vaste et plus terrible que jamais. Mais cette fois, l'humanité était prête. Le Solarius, placé au centre de la formation, était devenu le cœur du protocole Oméga. Son réacteur pulsait d'une lumière blanche, alimentée par le noyau de Carty. Ross supervisait la séquence d'activation, Soren préparait les trajectoires d'évacuation. Lyra se tenait seule dans la salle d'observation, regardant l'océan noir approcher. « Nous ne fuyons plus, murmura-t-elle. Nous ne craignons plus. Nous protégeons ce que nous sommes. » La voix de Soren résonna dans l'intercom. « Capitaine, tout est prêt. Alors lançons-le. » Le protocole Oméga s'activa. Une onde lumineuse d'une intensité indescriptible se déploya, tissant autour de l'ESM une toile d'énergie pure. L'espace lui-même sembla se plier, emprisonnant la créature cosmique dans une bulle dimensionnelle. Elle se débattit, hurla sans voix, puis disparut dans une fracture d'univers. Le silence retomba. L'ESM avait été vaincu. Des mois passèrent. La galaxie pansait ses plaies. Les mondes détruits seraient reconstruits. Les peuples ennemis, jadis divisés, œuvraient désormais côte à côte. L'union du voile devint plus qu'une alliance, elle devint une civilisation. Sur Eliar, un monument fut érigé en mémoire des millions de vies perdues. Et au sommet de ce monument, une inscription simple. Ici, l'humanité a choisi de ne plus fuir les ténèbres. Elle a choisi de les éclairer. Lyra Noan contempla ce monument en silence. Autour d'elle, des enfants jouaient sous un ciel redevenu bleu. Des colons préparaient de nouveaux voyages vers les étoiles. L'avenir appartenait à ceux qui osaient encore rêver. « Vous croyez que nous en avons fini avec l'ESM » demanda Soren en la rejoignant. « Non » répondit-elle avec un sourire. « Mais la question n'est plus de savoir s'il reviendra. La question, c'est ce que nous ferons quand il reviendra. » Elle leva les yeux vers le ciel, vers cet océan d'étoiles qui avait failli les dévorer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'y vit plus la peur. Elle y vit l'espoir. Fin. Épilogue. L'humanité n'a pas seulement survécu. Elle a grandi. Elle a uni ses différences, transcendé ses querelles, et trouvé dans l'adversité une raison d'espérer. Car ce n'est jamais la force des armes qui sauve les mondes, mais celle des cœurs capables de se battre pour un lendemain meilleur.